3 vice-premiers ministres et un ministre d'État viennent d'entrer en fonction. Il s'agit de ceux de l'intérieur, de la défense et de l'économie nationale, mais aussi du plan. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi dans leur cabinet de travail respectifs. Et puis, au Nigeria, l'administration du nouveau président nigérian est sous pression. Le gouvernement de l'ex-président Muhammadu Buhari exige à cette nouvelle administration d'accorder des argumentations des salaires aux fonctionnaires. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue. Après l'ordonnance présidentielle nommant le nouveau ministre du gouvernement Samadé, l'heure est à la remise et reprise. Pour ce mercredi, il s'agissait de ministère de l'économie nationale, de la défense, de l'intérieur et du plan. Les anciens ont donc cédé leur fauteuil aux nouveaux. Blessed Kuzola. Après les différentes nominations aux différents postes ministériels dans le gouvernement Sama II par ordonnance présidentielle, l'heure est aux remises et reprises. D'abord au ministère de la Défense, le président du Mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a officiellement pris ses fonctions en tant que vice-premier ministre, ministre du tutelle de la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mercredi 29 mars 2023 avec le désormais ex-ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Pour rappel, l'ancien vice-président de la RDC fait partie des nouvelles figures qui ont fait leur entrée dans le gouvernement Sama II. Prendre des commandes dans un contexte sécuritaire caractérisé notamment par l'agression de la RDC par le Rwanda via les M23. À l'intérieur, Peter Kazadi, le nouveau VPM, a également pris ses fonctions à l'occasion de la remise et reprise avec son prédécesseur Daniel Asselo. Vital Kamerhe prend également ses fonctions de nouveau ministre de l'économie nationale et assurera également le poste du vice-premier ministre. Au ministère du Plan, Madame Souminia Toulouka Judith, ministre d'État, et le vice-ministre Pascal Bitika ont également pris leurs fonctions. Signalons que cette session de remise et reprise se poursuivra ce jeudi 30 mars dans les autres ministères du nouveau gouvernement Sama Lukonde II. Et puis, ouvert hier mardi 28 mars à Tel Aviv, le travaux du Congrès mondial de diamants d'Israël, placé sous le thème Changement et innovation dans la nouvelle réalité du diamant, poursuivent ce mercredi. Le deuxième jour a été marqué par la conférence de présidents de différentes bourses du monde représentant la République démocratique du Congo. La ministre de Mines Antoinette Samba Kalambayi a exposé sur les défis et opportunités de l'industrie du diamant en République démocratique du Congo. Fiston Lego. Ce mardi 28 mars, le go des activités du Congrès mondial du diamant a été donné par la représentante de la République démocratique du Congo à ses assises, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambayi. Pour ce mercredi, ces activités se sont poursuivies avec la conférence de présidents des différentes bourses du monde. Les réflexions des différents intervenants qui sont des professionnels internationaux du diamant ont tablé sur les défis actuels de leur secteur qui est l'industrie mondiale du diamant. Un secteur qui est confronté à la crise économique qui fait qu'il y a nécessité de l'adapter aux changements induits par cette crise, l'opportunité d'ouverture des échanges entre les producteurs, les acheteurs et les consommateurs finaux, le développement des affaires sur des nouveaux marchés et la possibilité de placer une partie du commerce des sphères physiques vers les sphères numériques. C'est dans cette perspective que la ministre congolaise des Mines a fait son allocution qui a gravité autour des défis et opportunités de l'industrie du diamant en RDC. Bien reconnaître que les défis dans le secteur du diamant sont énormes sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Le gouvernement de mon pays tend la main à tout investisseur intéressé par le diamant congolais en partant de l'exploitation à la transformation locale car le potentiel est bien là. Dans le secteur du diamant, le groupe de travail sur la production artisanale et alluvionnaire du processus de Kimberley que préside la République démocratique du Congo s'emploie à faciliter la mise en œuvre de la déclaration sur le principe d'approvisionnement responsable. Il n'est pas impossible de parvenir au changement et à l'innovation de la nouvelle réalité du diamant. C'est un forum qui a repris après 3 ans de répit des suites de la Covid-19 qui a réuni plus de 1000 participants du monde des diamantaires venant notamment de la Chine, des États-Unis, de la Belgique, de la France, des Émirats arabes unis, de l'Inde et bien d'autres pays. Il est aussi l'occasion des rencontres bilatérales et des affaires.
Dans un autre registre, l'Assemblée nationale a finalement aligné la proposition de loi Tchani sur la congolité pour être débattue à la plénière. Cette décision suscite de nombreuses réactions. C'est le cas de la société civile qui estime que le plus important en ces moments est de se concentrer sur les élections et la quintessence de la loi sera connue après le débat. Suivez Jonas Tchombela qui est au téléphone de Patience Lokeke. La Chambre basse du Parlement vient d'aligner ce mardi 28 mars la proposition de loi dite loi Tchani dans le calendrier des travaux à traiter pendant cette session ordinaire du mois de mars. C'est parmi les sujets qui seront débattus pendant cette dernière session ordinaire de mandature. La loi qui exclut les Congolais issus d'un parent étranger d'accéder aux postes régaliens tels que la magistrature suprême, chef du gouvernement, etc. Et cela fera l'objet des travaux dans cette session de mars. À cet effet, Jonas Tchombela estime que la quintessence de la loi sera connue après les débats au Parlement, mais la priorité reste le processus électoral. À ce stade, il y a la spéculation et ceux qui se sentent visés par cette loi qui sont dans des spéculations qui sont dans tous les sens. Le chemin pris par la loi est le chemin légal. Parce qu'il faut qu'on la débatte et qu'on la rejette officiellement au lieu de garder la spéculation dans l'opinion ou bien qu'on l'adopte. Voilà autant de préoccupations qui nous intéressent. Mais pour nous, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est les élections qui sont en vue. C'est la sécurité de nos compatriotes à l'est de la République. Voilà autant d'éléments que nous pouvons nous dire à ce stade. N'ayant même pas lu cette loi, il est très difficile que nous émettions un point de vue beaucoup plus objectif. Rappelons que le député national Tsingi Pouloulou avait déposé à l'Assemblée nationale jeudi 8 juillet 2021 la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Il s'agit d'une initiative de Noël Tchani Modianvita, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Dans cet élément commentaire, vous avez reconnu la voix de Blessed Kuzola. Insécurité dans la région de Kwamut a été au centre des discussions entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et le cardinal Fridolin Ambongo. Accompagné par une forte délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'archevêque de Kinshasa a fait un plaidoyer pour le retour de la paix dans cette partie du pays qui risque de troubler l'ordre public, voire la quiétude des citoyens de l'autre côté de la rive. Des amples détails dans cet élément réalisé par Dieudonné Bonadi. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, plus précisément à Kwamut, tel est le sujet au menu de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce mardi 28 mars 2023 avec une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par l'archevêque émérite de Kinshasa. Fridolin Ambongo est venu informer le chef de l'État qui, selon lui, est comme un chef de village qui veille sur sa population. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamuntu a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamut. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là et c'était l'occasion pour les deux d'échanger sur la question d'intérêt commun. Fridolin Ambongo est un prélat catholique congolais. Il est archevêque de Kinshasa depuis sa nomination en 2018. Et puis, une brève dans ce journal pour parler sécurité dans les territoires d'Irumu en Ituri. 7 personnes ont été tuées au cours d'une
de rebelles de Zadef dans le village Idou, à 33 km de Komanda Centre. Voilà ce qu'a signalé de sources locales qui précisent tout de même que les victimes sont composées de femmes et des enfants en quête de vivre et ont été surprises dans la forêt par ces rebelles. Ces rebelles qui fouillaient l'assaut de forces conjointes FARDC-UPDF, l'armée ougandaise, qui ont intensifié depuis la semaine dernière des opérations dans la région de Tchabi et Boga au sud du Roubo. Une autre brève, la gestion et le traitement de l'information en période électorale et la gestion du leadership féminin pour le professionnel de médias, c'est le thème qui a été abordé au cours de la conférence débat organisée par le leadership de la femme de médias ce mercredi à Kinshasa. Cette activité avait pour but de redorer l'image de la femme. Nous y reviendrons avec fort détail. Femme du jour, là, cette rubrique va vous proposer aujourd'hui Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise. Enseignante dans l'université, elle est également une femme engagée dans la défense des droits humanitaires, plus particulièrement ceux de femmes et de jeunes filles et d'Enfunda. Elengue Nyembo est l'actuelle directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise. Doctorant en SIC, elle est enseignante des universités, chef de travaux à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Auteur de plusieurs articles, notamment La communication banale non-verbale, Sons, gestes et objets dans les rues de Kinshasa, publié en 2018 dans le cahier congolais de communication, une revue interdisciplinaire de l'IFASIC. Sylvie Elengue est reconnue comme étant une activiste des droits humanitaires et particulièrement ceux de la femme et de la jeune fille. Son engagement dans les ONG féminines et dans la formation des jeunes fonde également sa notoriété dans la gente féminine congolaise. Femme à multiples casquettes, Sylvie Elengue Nyembo est aussi présidente du mouvement des initiatives des femmes pour la démocratie et le développement, MEFED Congo en sigle, qui est une structure féminine soutenant les activités socio-économiques des femmes vulnérables en RDC. Une autre façon de vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Commençons au Nigeria, où le gouvernement de l'ex-président Muhammadu Buhari a recommandé à la nouvelle administration du président élu Bola Tinubu d'accorder des argumentations de salaire aux fonctionnaires après avoir supprimé la subvention sur le carburant en juin 2022. Un appel qui met la pression sur le président Tinubu pour qu'il tienne sa promesse de campagne de supprimer la subvention sur le carburant, même si l'administration sortante n'a pas réussi à le faire. Et dans Funda. Muhammadu Buhari, qui quittera ses fonctions en mai, avait prévu de supprimer cette subvention populaire mais coûteuse pour les finances publiques en 2022 avant d'abandonner le projet par crainte des manifestations à l'approche des élections de 2023. De nombreux Nigérians considèrent les carburants bon marché subventionnés comme l'un des avantages qu'ils reçoivent du gouvernement qui ne parvient pas à leur fournir d'autres services de base comme l'électricité et la sécurité. Concernant l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le ministre du Travail, Chris Ngige, a déclaré mardi qu'une hausse de 5 et 10% pour les travailleurs avait été recommandée. Bien que le nouveau gouvernement ne soit pas obligé de donner suite à cette recommandation, cet appel met la pression sur Tinubu pour qu'il tienne sa promesse de campagne de supprimer la subvention sur les carburants, même si l'administration sortante n'a pas réussi à... Quittons le Nigeria pour le Sénégal où le réseau énergétique s'est enrichi cette année de 250 MW pour une production nationale de près de 1800 MW. Le programme décennal de ces pays de Léopold Sédar Senghor a par ailleurs permis au pays de se mettre sur la voie de l'équilibre macroéconomique durable avec un taux de croissance estimé à 6% en moyenne au cours de 5 dernières années. Encore une fois, et dans Funda. En 2023, le Sénégal achève l'implémentation de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. De 2014 à 2022, ce plan a permis d'atteindre les résultats probants pour asseoir le fondement de l'émergence macroéconomique du pays. S'étant fixé autour des 5 dernières années, la croissance du Sénégal pourrait s'établir à 9,2% des moyennes annuelles en 2023 et 2024 selon des perspectives de la Banque mondiale. Le Sénégal a mis en œuvre le projet structurant destiné à améliorer la productivité et la compétitivité des chantiers
infrastructurelle dont le bilan annoncé par le gouvernement sénégalais fait état de la construction de 150 km de linéaires routiers en 2022. Dans le domaine énergétique, le réseau électrique national s'est enrichi de 250 MW pour une production nationale de près de 1800 MW. Une amélioration de la fourniture énergétique au Sénégal basée sur l'exploitation des réserves gazières du pays estimées à près de 1000 milliards de mètres cubes. Autre domaine prioritaire visé par ce projet, l'agriculture qui affiche aussi des performances positives avec la demande nationale couverte sur 8 mois pour l'oignon et la pomme de terre en 2022. Le gouvernement a cependant regretté que le secteur éducatif reste à la traîne dans le pays où le taux d'alphabétisation est inférieur à 50%. Encore une brève, le nombre de particuliers fortunés africains baisse de 2012 à 2022 en raison notamment de mauvaises performances enregistrées en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria. Il devrait cependant augmenter de 42% entre 2023 et 2032. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc concentrent ensemble 56% de millionnaires et plus de 90% de milliardaires recensés sur le continent africain. Selon le rapport sur le blé en Afrique 2023, publié mardi 28 mars par Henley et Partners, un cabinet britannique spécialisé dans le conseil en matière de migration, des investissements et de la planification de la résidence et de la citoyenneté. Une autre façon de vous informer, c'est à travers la lecture de journaux qui ont paru à Kinshasa ce mercredi 28 mars 2023. Je vous propose cette revue réalisée par Patrick Ilunga. Bonsoir à tous et bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce mercredi à Kinshasa se sont intéressés à plusieurs sujets. Ouvrons cette revue avec Econews qui titre en manchette « Loi Tchani et révision de la Constitution, l'Assemblée nationale joue avec le feu ». Le tri hebdomadaire écrit dans ses colonnes qu'un feu d'une rare intensité couvre à l'Assemblée nationale. Le tabloïd poursuit, disant que malgré le tollé général et la réticence d'une bonne partie de la classe politique, l'Assemblée nationale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa session ordinaire de mars 2023 deux sujets qui divisent plus qu'ils ne rassemblent. Sur le même sujet, Forum des As rappelle que le gouverneur honoraire de l'Équateur, Tony Bolamba, avait déjà fustigé ce projet de loi ségrégationniste qui risque d'enflammer le pays. Africa News aborde le même thème, mais le confrère s'appesantit sur les considérations juridiques de la proposition de loi. Le confrère affirme que la proposition de cette loi au calendrier de la session de mars est assise sur un faux. Un faux qui serait, selon le journal, deux accusés de réception pour une même lettre transmise au président de l'Assemblée nationale pour ce projet de loi. Dans un tout autre sujet, la tempête de tropique disserte sur l'annonce du FCC de la candidature éventuelle de l'ancien président Joseph Kabila. Comme dans un film de science-fiction écrit le journal, le secrétaire permanent adjoint du PPRD Ferdinand Kambere a annoncé que Joseph Kabila est le candidat du PPRD et du FCC à la présidentielle de 2023. Citant ce cadre du PPRD, le tabloïd écrit « Joseph Kabila est encore jeune, il a une vision pour la République démocratique du Congo et a un agenda costaud ». Geopolis Forum, pour sa part, revient sur une des nominations dans le gouvernement de Sama II qui suscite des réactions dans la classe politique et dans l'opinion nationale. Le confrère s'interroge dans un éditorial « Kamere retour redouté ». Avec une certaine virtuosité, le journal titre « Quand l'innocence fait ombrage aux impostures assumées ». Le tabloïd poursuit disant que Vital Kamerhe, en bon prince, a subi l'emprisonnement, arguant toujours qu'il était innocent. Le contexte ayant changé, les esprits redevenus calmes, le procès fut repris et en définitive, il a été acquitté. À peine l'encre de l'ordonnance présidentielle le nommant au poste de vice-premier ministre et ministre de l'économie avait séché, que des politiques parmi ceux qui ont connu leur ascension sur son absence et l'espoir de sa disparition politique sont montés au créneau en usant des canaux habituels pour revenir sur ce passage tragique. Fin de cette revue de presse.
Voilà, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais place à présent, on rappelle le titre. 3 vice-premiers ministres et un ministre d'État viennent d'entrer en fonction. Il s'agit de ceux de l'Intérieur, de la Défense, de l'économie nationale, mais aussi du plan. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi dans leur cabinet de travail respectifs. Et puis au Nigeria, on a parlé de l'administration du nouveau président nigérian qui est sous pression. Le gouvernement de l'ex-président Muhammadu Buhari exige à cette nouvelle administration d'accorder les argumentations de salaire aux fonctionnaires. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.